Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture d'Annie Ernaux, Écrire la vie d'Annie Ernaux, sa vie de femme, et particulièrement aujourd'hui de femme gelée. La femme gelée, un livre de 1981, dédié à son mari, son ex-mari, Philippe, qui explore la vie de femme d'Annie Ernaux, ses débuts de vie de femme, comment elle s'est laissée prendre dans l'engrenage de ces clichés qui avaient cours et ont encore souvent cours sur la place des femmes dans la société, même si tout n'était pas écrit à l'avance. Puisqu'elle commence par évoquer sa famille, et en particulier sa mère. Plus que ma grand-mère, mes tantes, image épisodique, il y a celle qui les dépasse de 100 coudées, la femme blanche dont la voix résonne en moi, qui m'enveloppe, ma mère. Comment, à vivre auprès d'elle, ne serais-je pas persuadé qu'il est glorieux d'être une femme, même que les femmes sont supérieures aux hommes? Elle est la force et la tempête, mais aussi la beauté et la curiosité des choses, figure de proue qui m'ouvre l'avenir et m'affirme qu'il ne faut jamais avoir peur de rien, ni de personne. Une lutteuse contre tout, les fournisseurs et les mauvais payeurs de son commerce, le caniveau boucher de la rue et les grosses légumes qui voudraient toujours nous écraser. Elle entraîne dans son sillage un homme doux et rêveur, au ton tranquille, que la moindre contrariété rembrunit pendant des jours, mais qui sait des tas d'histoires farces et des devinettes. Vincent Milane, dans un pré. Ça me rappelle pas mal de souvenirs de ma propre grand-mère. Vincent, c'est mon nom, Vincent Milane. Combien cela fait-il de pattes et de oreilles? Vincent Milane, dans un pré, des chansons qu'il m'apprend en jardinant, tandis que je ramasse des vers pour les lancer dans l'enclos de poules. Mon père. Je ne les sépare pas dans ma tête, simplement je suis sa poupée blanche, à elle, son baiseau à lui, la ravisée pour les deux, et c'est à elle que je dois ressembler puisque je suis une petite fille, que j'aurai des seins comme elle, une indéfrisable et des bas. Le matin, papa part à son travail, elle me détirait. Maman reste à la maison. Elle fait le ménage. Elle prépare un repas succulent. J'annonce. Je répète avec les autres sans poser de questions. Je n'ai pas encore honte de ne pas être la fille de gens normaux. Le mien de père ne s'en va pas le matin, ni l'après-midi, jamais. Il reste à la maison. Il sert au café et à l'alimentation. Il fait la vaisselle, la cuisine, les épluchages. Lui et ma mère vivent ensemble dans le même mouvement, ces allées et venues d'hommes d'un côté, de femmes et d'enfants de l'autre, qui constituent pour moi le monde. C'est le café-épicerie où le père fait la cuisine. Et donc, une image qui ne correspond pas à ce qu'on apprend dans les livres, dans les bonnes familles. Ces bonnes familles de qui Annie Ernaux va se rapprocher, puisqu'elle est éduquée dans une école qui, justement, lui fait fréquenter des gens d'une autre classe sociale, et qu'elle va entrer dans une famille, sa belle famille, qui sera, elle, totalement sous l'emprise de ces clichés. Maman reste à la maison, elle fait le ménage. Et donc, elle-même va se geler au sens où elle va perdre sa liberté, elle va se retrouver prise dans cet engrenage de la vie domestique, de la femme mariée, de la mère d'un enfant dont elle doit s'occuper, et son mari, au fond, même si au départ ils se rencontrent, ils sont étudiants, ils rêvent d'une vie finalement libre pour chacun des deux, mais on se retrouve assez vite dans le cadre habituel, enfermé là-dedans. Annie Ernaux sortira de ce cadre, elle va s'en émanciper, mais pas encore dans ce livre-là. Elle raconte sa rencontre avec
son futur mari, elle raconte sa jeunesse, sa vie étudiante, mais surtout, petit à petit, cet enfermement de la vie domestique. Il y a, par exemple, le moment de la naissance du premier enfant, premier des 2 enfants. Comment parler de cette nuit-là? Horreur, non, mais à d'autres le lyrisme, la poésie des entrailles déchirées. J'avais mal, cette conne de sage-femme, j'étais une bête recroquevillée, soufflante, qui préférait l'obscurité à la moindre veilleuse, pas la peine de voir l'apitoiement de ses yeux. Il ne peut rien pour moi. Traverser des mêmes images pendant 6 heures, ni riche ni variée l'expérience de la souffrance. Je suis sur une mer démontée, je compte les secondes d'intervalle entre les vagues de douleur qui cherchent à m'engloutir, sur lesquelles il faut caracoler à toute biture en haletant. 2 chevaux m'écartèlent interminablement les hanches, une porte qui refuse de s'ouvrir, une seule idée claire et fixe, les reines accouchaient assises et elles avaient raison. Je rêve d'une grande chaise percée, je suis sûr que ça partirait tout seul. Ça, la douleur, naturellement. Depuis le milieu de la nuit, l'enfant a disparu dans les vagues. Il n'y a pas eu la grande chaise, mais la table dure, les projecteurs braqués, les ordres venus de l'autre côté de mon ventre. Le pire, mon corps public, comme les reines cette fois. L'eau, le sang, les sels, le sexe dilaté devant tous. Voyons, ça n'a pas d'importance à ce moment-là, ça ne compte pas, juste un passage innocent pour l'enfant. Même. Il fallait bien qu'il voie cette débâcle, qu'il en prenne plein les mirettes de ma souffrance, qu'il sache qu'il participe, affublé d'une blouse blanche et d'une toque, comme un toubib. Même être cette liquéfaction, cette chose tordue devant lui, oubliera-t-il cette image? Et à quoi me sert-il finalement? On voit la place du mari auprès de la femme pendant l'accouchement et ce rituel habituel auquel Annie Ernaux se livre sans le vouloir. Et il y a donc la naissance de l'enfant qui ne correspond pas, là aussi, dans son ressenti, à ce qu'elle est censée exprimer. Alors évidemment, il y a ensuite la vraie naissance, l'enfant qui est accepté. Il ne s'agit pas d'une difficulté à accepter cet enfant, mais d'une expérience plus traumatisante que véritablement lyrique, comme elle le dit. Et puis surtout, le fait d'avoir cet enfant, d'être marié, eh bien ça va la coller à la maison, alors qu'elle rêvait de devenir enseignante, elle va le devenir, mais pas encore, c'est le mari qui travaille au début. Elle se retrouve à le suivre, elle se retrouve loin de chez elle, loin de sa Normandie natale, pour se retrouver à Annecy. Et elle décrit sa vie dans cette petite ville de Haute-Savoie. Je déteste Annecy. C'est là que je me suis enlisé, que j'ai vécu jour après jour la différence entre lui et moi, coulé dans un univers de femmes rétrécies, bourré jusqu'à la gueule de minuscules soucis, de solitude. Je suis devenu la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres et à l'entretien des choses. Annecy, le fin du fin de l'apprentissage du rôle. Avant, c'était encore de la gnognotte. Des années nettes, sans aucun de ces adoucissements qui aident à supporter. Une grand-mère pour garder l'enfant, des parents qui vous soulagent de la tambouille de temps en temps par des invitations, ou encore suffisamment de sous pour se payer, la dame qui fait tout du matin au soir. Moi, rien. Du dépouillé, un mari, un bébé, un F3, de quoi découvrir la différence à l'état pur. Les mots maison, nourriture, éducation, travail, n'ont plus eu le même sens pour lui et pour moi. Tout d'un coup, cette séparation, alors qu'il y avait une fusion, un couple qui s'entendait bien, tout d'un coup, petit à petit, par ce rôle genré qui se met en place à l'insu
d'Annie Ernaux, au moment où elle dit s'enliser, eh bien, petit à petit, le couple va se séparer parce qu'elle ne vit pas ce qu'elle aurait voulu vivre. Elle se retrouve cantonnée à un rôle de femme qui n'était pas le modèle qu'elle avait eu quand elle était enfant, le modèle de sa mère. Je me suis mise à voir sous ces mots rien que des choses lourdes, obsédantes, dont je ne me débarrassais que quelques jours au mieux, quelques semaines par an. Offrez à votre femme 15 jours sans vaisselle, ni repas à préparer, le club vous attend. On voit bien dans les publicités de l'époque, on est dans les années 60 ici, que on a à la fois l'idée de la libération des femmes, en même temps que des poncifs qui restent ultra présents et qui empoisonnent la vie des femmes, qui les empêchent de véritablement s'émanciper. Et la liberté, qu'est-ce que ça s'est mis à vouloir dire? Ah, ricanent les bonnes âmes. Faut pas se marier quand on ne veut pas en accepter les conséquences. Les hommes aussi, ils laissent des plumes là-dedans. Et regardez autour de vous ceux qui n'ont que le SMIC, qui n'ont pas eu la chance de faire des études, qui fabriquent des boutons toute la journée. Non, c'est trop facile de rameuter toute la misère du monde pour empêcher une femme de parler. C'est à cause de raisonnements comme celui-là que je me taisais. Il y a eu le premier matin. Celui où à 8 heures, j'ai été seul dans le F3 avec le Bicou en train de pleurer. Le Bicou, c'est le surnom de son enfant. La table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, là il n'y a plus les petits tirets qu'il y avait au début, mais on retrouve les phrases clichés. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé, et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne jamais être concerné par le refrain du cours préparatoire. C'était ce qu'on a lu tout à l'heure dans son enfance ou dans sa jeunesse. Jusqu'ici, nous avions vécu de longs moments ensemble dans la journée. Il n'épluchait pas les patates, mais il était là. Les patates se faisaient plus gaies. Je regardais les bols, le cendrier plein, tous les reliefs matinaux à effacer. Quel silence à l'intérieur quand le bicou cesse de chanter. Je me vois dans la glace au-dessus du lavabo, sale, 25 ans. Comment avais-je pu penser que c'était ça, la plénitude? Et donc tout d'un coup, il y a cette prise de conscience que elle s'est enfermée, qu'elle s'est véritablement gelée. Et c'est cette femme gelée que fut Annie Ernaux qui petit à petit va s'émanciper. Mais ça, c'est pour plus tard. Elle va retrouver, ou trouver plutôt, un boulot d'enseignante, son métier, tout en s'occupant toujours des enfants désormais, puisqu'il y en a un deuxième, avec là aussi toute la charge, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale que ça implique, et cette vie banale, cette vie qui n'était pas une vie faite pour elle, et qui est une vie qui enferme sans doute encore, et qui a enfermé énormément les femmes. Et donc, ce que raconte Annie Ernaux, toujours dans ce style simple, qui va au fait, mais qui tente de dire les choses de manière précise, de manière sincère, eh bien, c'est un témoignage qui me paraît vraiment important, dans le sens où ce qu'elle écrit là, à la fois on a l'impression que seule elle pouvait l'écrire, mais que énormément de femmes auraient aussi pu écrire la même chose. Ces femmes gelées, eh bien, ont trouvé leur porte-parole dans l'écriture d'Annie Ernaux.
c'est ce qui, sans doute, donne une valeur, j'allais dire universelle, je ne sais pas si c'est le bon terme, une valeur en tout cas de représentante du genre féminin qui enfin parle pour sortir de ces discours tenus par les hommes et qui figent, qui gèlent, qui détruit les femmes. Donc un précieux témoignage de celui d'Annie Ernaux dans La femme violée.